samedi. Dans le cadre de l'ouverture de la médiathèque, nous avons proposé aux sociétés savantes locales d'organiser des conférences chez nous et avec nous, surtout, je dirais. C'est vraiment un souhait de notre part d'engager un partenariat. Et je crois que la conférence de Mme Téti aujourd'hui en sera une parfaite illustration, puisqu'il s'agit aussi de permettre de montrer des documents issus de collections patrimoniales, de faciliter le travail des chercheurs sur nos collections. Mme Téti a pu expérimenter le plaisir de travailler dans la salle patrimoine proposée par notre bâtiment depuis l'ouverture. Salle patrimoine qui est accessible à chacun, chercheurs bien entendu, mais également simples curieux qui souhaitent découvrir le patrimoine tout simplement. Je me permets aussi de faire une petite parenthèse par rapport au patrimoine, c'est le fait qu'à l'occasion de cette ouverture, nous proposons également toute une série d'animations qui visent à faire découvrir le patrimoine. Un certain nombre ont déjà été proposés, d'autres le seront au fil des mois, de façon tout à fait régulière. Nous avons encore relativement peu de fréquentation dans ces animations. Madame peut en témoigner, elle était là ce matin, il y avait 2 personnes pour une animation qui a été proposée, ce qui est un peu dommage. Alors je sais bien que chacun est très occupé. Pour nous, ce n'est pas forcément facile non plus de communiquer de façon efficace et régulière sur toutes les animations qui sont proposées. Mais je dirais que vous qui êtes sensibilisés, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Ces animations sont ouvertes à tous, y compris aux jeunes, puisque c'est aussi un souhait de faire découvrir ce patrimoine à un public plus jeune, jusqu'aux adolescents, voire aux enfants qui sont intéressés par le livre. Donc là, par exemple, ce matin, c'était l'animation Tourner la page, où une présentation est faite à un petit nombre de personnes, avec la possibilité de manipuler aussi ce document patrimonial, et puis d'autres animations qui seront proposées à partir de 2014, et notamment le dimanche après-midi, parce que dès le mois de janvier, la médiathèque sera ouverte le premier dimanche après-midi de chaque mois, avec systématiquement une animation proposée, donc souvent sous forme de conférences et de présentation de documents issus des collections patrimoniales. Voilà, donc je vais laisser la parole à Mme Téti, mais avant peut-être à Mme Laurent, pour vous remercier également de ce partenariat et puis de ceux qui vont suivre. Et peut-être présenter votre association, votre société, parce que dans la salle, je pense qu'il y a des personnes qui ne la connaissent pas forcément. Enfin, il y a une majorité sans doute de fidèles. Mais voilà, pour le petit nombre peut-être qui ne la connaît pas, ça mérite toujours d'être révélé. Voilà, bonjour, je suis très contente de vous retrouver dans cette médiathèque communautaire parce que c'est un retour vers le passé, un petit peu les premières conférences qu'on faisait pour la Société Bourgonnaise des études locales se déroulaient à la bibliothèque dans l'auditorium du 3 étage, tout comme la séance mensuelle de la Société d'émulation se trouvait dans l'étage. Donc, quand j'ai été nommée présidente, j'ai regardé un petit peu de la Société Bourgonnaise des études locales, je me suis penchée sur les anciens numéros, j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt que dans les années 20-30, il y avait une société des conférenciers et que chacune des sociétés de moulins apportait sa contribution dans un cycle de conférences. Je pense très honnêtement qu'il y a effectivement sur Moulins un public du genre public d'université populaire qui est sans doute très intéressé par ce type d'animation. Et il est effectivement très intéressant que nos sociétés fédèrent toutes leurs énergies pour que l'on puisse mettre en place une vie culturelle sur Moulins qui soit dynamique et mettre en valeur le très beau fonds patrimonial que vous avez. On avait eu une conférence il y a quelques années d'Annie Rebond qui nous avait appris comment s'était constitué le fonds de la bibliothèque de Moulins. Je suis ravie et puis j'espère que nous aurons suffisamment d'énergie et suffisamment de ressources au sein de notre société pour vous aider à avoir un programme régulier. Merci. Bonjour à tous. Alors, je veux remercier les responsables de la médiathèque. Je veux remercier les responsables de la médiathèque pour une aide précieuse, ces responsables ont sorti tous les ouvrages qui avaient un lien avec Louis Bâtissier, et donc vous pourrez les regarder, les observer, les consulter, et même
pour certains les feuilleter afin de voir en quoi consistent tous ces ouvrages. Je remercie aussi Dominique Laurent qui m'a apporté une aide bien précieuse pour composer le diaporama que vous allez voir. Alors, on va parler de Louis Batissier, dont vous avez un portrait ici. Alors, c'est le seul portrait que l'on possède, fait d'après une médaille qui se trouve au musée Anne de Beaujeu. Alors, on découvre le nom de Louis Batissier dans le tome 2 de l'Ancien Bourbonnais. Louis Batissier avait été associé à Achille Allier et à Adolphe Michel pour composer cet ouvrage qui est paru en 1831. Alors, Yves Louis-Joseph Batissier est né en 1813 à Bourbon-l'Archambault. Son père était orfèvre à Moulins-d'Allier et lui est né chez ses grands-parents maternels qui étaient propriétaires à Bourbon-l'Archambault au lieu dit Je, qui figure encore d'ailleurs sur les cartes topographiques de Bourbon-l'Archambault. Alors, il fait des études secondaires à Paris, puis des études de médecine, puisqu'il obtient sa thèse en 1842. Il a sans doute très peu exercé la médecine, même s'il a composé en 1852 un ouvrage, traité élémentaire d'anatomie, illustré d'ailleurs par un Jean Dariot. Alors, je ne sais pas si c'est le Jean Dariot dessinateur louisnois ou pas, parce que ça peut être un nom qui s'est retrouvé. Alors, il a fait des débuts dans le journalisme en 1831 dans l'album de l'Allier, qui avait été créé par Adolphe Michel, qui avait paru d'abord à Montluçon avant de paraître à Moulins. Et il a commencé donc comme collaborateur avec Achille Allier d'ailleurs dans ce journal. Il avait 18 ans, il a donc été chroniqueur et journaliste dès sa sortie du lycée. Alors, ensuite, il a eu des missions à remplir à l'étranger, en particulier en Orient et en Égypte, et il a en fin de compte assez peu résidé à Moulins, tout en y revenant sans doute assez régulièrement, et tout en se rappelant toujours ses liens avec la ville de Moulins, où il avait fait ses débuts littéraires. Alors, au cours à l'issue de ses missions, il retrouve Paris, puis il s'établit à Château en 1862 et il meurt à Enghien en 1882. Et il semblerait qu'il soit resté célibataire. Alors, le nom d'Achille Allier est bien connu dans le Bourbonnais. Il a laissé des traces, alors que celui de Louis Batissier a laissé assez peu de traces. Pourtant, dès 1831, c'est à la demande d'Achille Allier, qui donc lui faisait confiance, qu'il a été associé à la rédaction de l'Ancien Bourbonnais, édité par l'imprimeur Desrosiers de Moulins. Et ce sont Michel, Desrosiers et Batissier qui, après la mort d'Achille Allier, mort brutale en 1836, puisqu'il est mort à 29 ans, ce sont donc ces trois auteurs qui ont terminé l'Ancien Bourbonnais, qui a paru par livraison successive de 1831 à 1838-39. Alors, comment s'explique cet oubli de Louis Batissier? Il s'explique d'abord par la personnalité très forte d'Achille Allier. Alors, Achille Allier, ce qui est assez amusant, c'est de chercher les appréciations portées par les contemporains sur Achille Allier d'une part et sur Louis Batissier d'autre part. Alors, sur Achille Allier, Léon Cotte, l'abbé Léon Cotte, qui est un auteur local bien connu, et le cite comme un adolescent byronien et rêveur, avec les richesses d'une imagination éclatante, un dessinateur au réalisme savoureux, faisant preuve de dons naturels et d'un goût sûr, un paysagiste intelligent et pittoresque. Louis Batissier lui-même disait d'Achille Allier, sa flamme intense nous fascinait. Un autre, un petit peu moins élogieux, s'étonnait au sujet d'Achille Allier de ses hallucinations littéraires. Alors on peut comprendre tout ce qu'on veut là-dessous. Alors, leur collaboration explique que Batissier a prononcé le discours d'inauguration du buste d'Achille Allier, édifié en 1839 et qui est encore présent devant l'église de Bourbon-l'Archambault.
Alors, le même abbé Léon Côte, dans une étude publiée en 1942, Le romantisme en province, considère Batissier comme un écrivain médiocre, produisant des essais sans émotion. Et il écrit encore: ce médecin et archéologue est un piètre écrivain, pompeux et figé, incapable de faire vivre le paysage ou le monument qu'il décrit. Là, c'était particulièrement méchant. Aucune des légendes qu'il a recueillies ne l'émeut. Ses essais de résurrection du passé sont secs et sans flamme. En somme, c'est lui faire grand honneur que de mentionner son existence. Et voilà. Pour Claude-Henri Dufour, Achille Allier produisait des essais qui ressemblaient à des coups de maître avec la conscience de sa force et le pressentiment de son avenir, alors que Batissier ne mérite aucun titre littéraire. Pourtant, Achille Allier le considérait comme un grand chercheur et un bibliophage, car il faisait un travail qui rebutait Achille Allier. Une bibliographie provinciale plus modérée le juge ainsi: la même richesse d'érudition, la même philosophie dans les aperçus, le style a peut-être perdu de ce mouvement pittoresque, de ces couleurs vives et tranchées qu'il recevait de l'imagination tout artistique d'Achille Allier, mais c'est le style d'un écrivain expérimenté qui ne manque ni de goût ni d'élégance dans la pensée. Adolphe Michel, plus mesuré lui aussi, le jugeait comme un jeune littérateur bourbonnais plein de courage et de talent, montrant la patience de l'érudit, l'imagination de l'artiste, mais aussi la sagacité de la science et le sentiment de la poésie. Et c'est sans doute ce jugement du journaliste qui se révèle le plus juste lorsqu'on considère l'œuvre de Louis Batissier. Alors, je vais vous montrer donc l'étage de voilà l'ancien Bourbonnais avec l'image d'Achille Allier. Et voilà une page de l'ancien. Comment? Je me souviens bien, on les appelle dans cet ordre-là. Vous verrez cette page de l'ancien Bourbonnais, elle est sur l'une des tables où est donc porté le nom de Louis Batissier. Alors pourquoi cette sévérité à l'égard de Louis Batissier? La raison évidente en est le vide laissé par la mort d'Achille Allier. Il est mort en pleine gloire, jeune, enfin bon, il en a reçu une aura particulière, et une comparaison limitée entre les deux hommes. Tous deux appartiennent à une génération romantique illustrée par Chateaubriand et par Victor Hugo. Et ils considèrent, comme ces deux auteurs, que le Moyen-Âge est le creuset de la civilisation française, ce qui les conduit à remonter aux origines du Bourbonnais à travers ces monuments anciens. Tous deux sont liés par le même attachement à Bourbon-l'Archambault. Les Batissier y est né, Achille Allier y est revenu une fois ses études à Paris terminées, et il s'y est marié. En même temps, Achille Allier s'est déposé comme un acheteur possible des ruines du château de Bourbon lorsque ce château avait été menacé de destruction totale. Tous deux ont d'abord été formés à l'école du journalisme avec Adolphe Michel. Et la sévérité est sans doute aussi due au fait que Batissier n'a résidé que ponctuellement dans l'Allier, comme je vous l'ai dit. Et d'ailleurs, dans sa nécrologie, le journaliste écrit qu'il est regrettable que des préoccupations nouvelles aient détourné l'auteur de la voie qui avait été pour lui si féconde. Cet oubli a frappé tous les Bourbonnais devenus parisiens, et pourtant Batissier, en fait, a gardé des liens très forts avec la ville de ses débuts. En fait, on peut considérer que les deux hommes représentent deux aspects différents du romantisme. Achille Allier a illustré un romantisme sentimental et lyrique, alors que Batissier, en suivant la voie de l'archéologie, s'est démarqué des érudits locaux et des collectionneurs pour s'engager dans une voie plus scientifique. Alors, sollicité par Achille Allier, Batissier travaille dès 1831
à une étude de nature archéologique avec le voyage pittoresque en Bourbonnais, en vue donc de la publication de l'Ancien Bourbonnais, avec Michel et Desrosiers. Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre d'un romantisme médiéval et régional qui voulait introduire une double rupture. Une rupture d'abord avec un XVIIIe siècle qui avait connu l'engouement pour l'art classique inspiré de l'Antiquité, et rupture aussi avec les récits d'exploration des voyageurs du XVIIIe siècle. Le but est donc double: promouvoir une histoire qui ne soit pas que chronologique et montrer par un retour à l'art médiéval que la France est une grande nation. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'Europe est en proie à l'agitation provoquée par le réveil des nationalités et que la France n'échappe pas à cette tendance. Les premiers recueils d'ailleurs sur le patrimoine français ont été publiés dès 1818 avec un ouvrage qui s'appelait Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France et qui avait été composé par le baron Isidore Taylor. Alors il avait été fait baron et son ouvrage avait été illustré par Charles Nodier. Et dans cet ouvrage, il y avait une partie qui était consacrée déjà à l'Auvergne. Donc le projet d'Achille Allier concilie bien cette voie d'identité nationale et celle qui s'est exprimée dans les œuvres de Chateaubriand avec le génie du christianisme ou celle de Victor Hugo avec Notre-Dame de Paris, mais lui veut donner à cette étude une dimension très nettement régionale. Et son travail est encouragé par Victor Hugo et par Lamartine pour justement ce caractère provincial. Et ce caractère provincial, on le retrouve dans les œuvres de George Sand et dans les œuvres de Frédéric Mistral, qui sont à peu près contemporaines. Ce courant du romantisme régional attire des gens qui viennent d'horizons divers avec des formations diverses. Le baron Taylor, dont je vous ai parlé tout à l'heure, était polytechnicien. Achille Allier a fait des études de droit. Adolphe Michel est journaliste et bâtissier et médecin. Donc on trouve des profils extrêmement différents dans cette tendance de retour à l'histoire régionale. Alors pour retrouver cette civilisation médiévale disparue, dont ne reste plus que les vestiges épargnés par la Révolution, l'étude des monuments doit s'accompagner d'une étude des sites, des mœurs, des coutumes, des chansons et des légendes populaires. Donc Bâtissier contribue avec Michel et Desrosiers à l'achèvement de l'ancien Bourbonnais, au prix d'un dur travail selon un contemporain, car il ne faut pas oublier qu'en même temps, il conduit ses études de médecine. Et il est déjà considéré comme historien victorien, et c'est avec ce caractère que l'on trouve son nom plus tard sur le carnet de rendez-vous de George Sand en 1857, car elle le consulte pour écrire Les Beaux Messieurs de Bois Doré. Et elle note dans une lettre « Voilà Bâtissier qui arrive et qui fait mes délices ». Donc, ils se connaissaient apparemment. Sa collaboration avec Adolphe Michel est sans doute décisive pour Bâtissier à plus d'un titre. Michel, d'abord journaliste, devient ensuite secrétaire général de préfecture à Moulins en 1832 et en 1836, il devient correspondant dans le département du comité des arts et monuments historiques mis en place par Mérimée à la suite de la loi Guizot de 1834. Et Bâtissier est son adjoint et il lui succède donc en 1838, année de départ de Michel. À ce titre, il rédige en 1838, à l'occasion de la visite de Mérimée en Bourbonnais, un mémoire sur l'abbaye de Soubigny et il révèle un certain nombre d'erreurs concernant ce site. Et en 1839, reconnu comme archéologue et écrivain, c'est Bâtissier qui est nommé inspecteur des monuments historiques pour le département de l'Allier, au départ donc d'Adolphe Michel. Et il conserve cette fonction pendant 20 ans jusqu'en 1859. Et le département compte alors 4 monuments inscrits sur la liste dite Mérimée. Alors ces monuments, c'est Souvigny, Châtel-Montagne, Saint-Denis et le pavillon de Beaujeu. Alors cette liste Mérimée, elle existe encore sous le nom de Basse Mérimée
mais le département de l'Allier a maintenant 510 monuments inscrits. Alors il y a ceux qui sont classés et ceux qui sont inscrits. Donc il y a deux catégories de monuments. Alors ce réveil du régionalisme prend d'ailleurs d'autres formes à Moulins. En 1835, Bâtissier participe avec Achille Allier à la création à Moulins d'une publication à diffusion nationale, L'Art en province. C'est une revue scientifique, artistique et littéraire qui paraît 2 fois par mois et qui publie des écrits, des chroniques, des partitions de musique et des reproductions d'œuvres d'art. Alors, cette revue, elle est imprimée chez Desrosiers, bien sûr. Elle reçoit des contributions d'artistes venant de toute la France et elle paraît jusqu'en 1858. Alors, Bâtissier est membre de la Société d'émulation et il participe à la création en 1836 de la Société centrale des Amis des Arts en province. Alors, cette société a pour objectif d'organiser une exposition par an pendant 2 mois dans les salons de l'Hôtel de Ville et y contribuent des peintres de toute la France. On y recense des œuvres de Delacroix, de Corot, d'Horace Vernet et des œuvres aussi des peintres locaux tels que Tudeau, Chacaton, etc. Et chaque année, la ville acquiert l'une des œuvres exposées, ce qui conduit la société à demander à la ville de Moulins la création d'un musée, ce qui sera fait en 1842. Alors, ces activités témoignent d'une volonté de montrer que la province peut avoir une vie culturelle, comme le dit un journal, connaître un réveil dû au généreux soleil romantique qui permet d'échapper à la tutelle étouffante de Paris. C'est un conférencier d'alors qui le dit. Alors, les atouts du Bourbonnais sont sa position centrale, bien sûr, la présence d'un éditeur de talent, Desrosiers, et il faut dire que les lithographies produites par Desrosiers présentent une qualité égale à celle des éditeurs parisiens. À son propos, il est rappelé la tradition d'édition. Notre département, marqué jusqu'alors d'une teinte assez obscure sur la carte intellectuelle de notre France, loin du foyer parisien, s'est rêvé, prenant pour modèle ces imprimeurs du XVIe siècle qui, dans toutes les bonnes villes de France, publiaient. La ville intellectuelle de Moulins et ses établissements d'enseignement nombreux, dont une école de dessin fondée par Claude-Henri Dufour en 1804, font dire à Achille Allier que la ville est une petite Athènes. Un peu prétentieux, enfin bon. Alors, des embellissements en même temps sont apportés à la ville, il faut le dire, l'hôtel de ville, le théâtre et 2 églises néogothiques dues à Lassus, qui était un disciple de Viollet-le-Duc, restaurateur des monuments médiévaux. Et ces 2 églises, c'est donc le Sacré-Cœur dont la première pierre est posée en 1844 et la cathédrale qui prolonge la collégiale qui est commencée en 1854, donc 10 ans plus tard. Alors, autre raison de valoriser la ville, elle est présentée comme capable de connaître un grand mouvement artistique et littéraire parce qu'il s'y trouve des compositions d'artistes habitant tous les points du globe, donc référence à l'art en province, et que Allier, Michel, Tudeau et Bâtissier avaient la pleine intelligence du vieillard français. Voilà les monuments que Bâtissier et Achille Allier donc voulaient valoriser. Alors là, vous reconnaissez Saint-Denis. Et là, donc, ce fameux château de Bourbon-l'Archambault qui est représenté d'une façon tout à fait romantique et inspirée. Alors, Bâtissier publie encore chez Rosiers Le Voyage au Mont d'Or, qui doit s'intégrer à une histoire de l'Auvergne publiée par Adolphe Michel en 1847. Et il publie en 1842 La physiologie du Bourbonnais. Alors, il faut dire qu'au XIXe siècle, c'était très à la mode de publier des physiologies avec les caractères physiques,
les caractéristiques des modes de vie selon les provinces et les villes. Alors vous avez deux exemples vous avez un original que vous ne pourrez que regarder parce qu'il est en mauvais état, et puis vous avez une réédition sur laquelle vous pourrez jeter un coup d'œil. Alors ensuite, ces séjours dans la province se font un petit peu plus rares. En 1842, il est à Paris. On ne sait pas s'il y est comme médecin ou s'il remplit d'autres fonctions. Il écrit toutefois dans un grand nombre de revues nationales. Vous avez ici un ouvrage qui récapitule tous les ouvrages, tous les articles qu'il a publiés dans des revues. Alors je vais vous les énumérer, c'est un peu long. Alors le Magasin pittoresque, l'Artiste, la France catholique, le Journal des enfants, la Revue du progrès, le Journal des débats et la Revue de Société française d'archéologie. Alors dans ces publications, il donne des chroniques, des expositions et des salons, des comptes rendus de voyage, des commentaires sur les aménagements de Paris réalisés par Haussmann, des articles d'archéologie, et c'est grâce à ces articles finalement qu'on peut connaître un petit peu le personnage et ses goûts, puisque la correspondance de Bâtissier a disparu au moment de sa succession. Il faut dire qu'on est assez pauvre en renseignements sur la personne même de Bâtissier. Alors Bâtissier regrette un art national oublié, et il écrit « Adieu donc les coupes gracieuses de l'ogive, les 1000 fantaisies de l'art gothique, adieu les élégantes feuilles de chou frisées et les bouquets de chardon. » Étienne Noël serait content de voir regretter ces motifs-là sur les monuments. Alors, pour lui, les portiques et les colonnades de l'Antiquité ne sont pas en accord avec les paysages de la France. Il déplore la disparition de cet art médiéval dû au recul du christianisme et à l'irruption de l'art italien qui a privé l'art national de son évolution naturelle. Il aime le théâtre de Moulins, car il ne copie pas l'Odéon. Il n'aime pas l'Arc de Triomphe ni les Champs-Élysées, mais concède que ce sont des symboles de l'histoire d'une nation. Alors, la suite de ce raisonnement est le suivant. Le XIXe siècle ne produit rien de grand à cause de l'instabilité, mais il est quand même un homme du XIXe siècle, témoin de la révolution industrielle, et il pense que l'innovation ne s'oppose pas à l'art dans une civilisation forte et avancée, car les règles du beau sont éternelles et appartiennent à toutes les civilisations. L'industrie peut fournir de nouvelles formes d'art et d'habitation accessibles à tous et participer ainsi à la vie quotidienne. Pour lui, il est temps que les artistes prêtent le concours de leur talent à l'industrie, qui peut devenir un refuge pour l'art. Une révolution nécessaire doit créer un art au service du peuple, avec de l'air, du soleil, de la lumière, des arbres, cela étant plus nécessaire que les projets de révolution sociale. Il vante les mérites des passages, des squares, des associations qui rassemblent, mais il juge les phalanstères à la mode de Fourier utopiques. Il se montre partisan des travaux conduits par Haussmann à Paris et plus proche par ses positions des Saint-Simoniens que des révolutionnaires. Il n'est pas réactionnaire. Et il faut dire quand même qu'il vit à une époque où toutes les constructions de fonte, les constructions métalliques commencent à s'imposer face à la pierre. Alors, par contre, lorsqu'il s'agit de donner un sens politique aux œuvres d'art, il est beaucoup plus réticent. Et à ce sujet, il y a eu une polémique à propos d'un tableau de Géricault, le radeau de la Méduse. Alors, ce tableau qui avait été peint en 1819 avait donné lieu à une interprétation très politique, car Michelet voulait y voir le naufrage de la France à la suite du rétablissement de la monarchie. Or, Michelet et Bâtissier s'étaient rendus ensemble au Louvre, et Bâtissier conteste cette interprétation de Michelet, car il est un partisan de l'art pour l'art, c'est-à-dire qu'il se refuse à donner une signification politique à la peinture. Alors, deux anecdotes se rapportent à l'activité de chroniqueur de Bâtissier. En 1842, il révèle une supercherie
concernant justement un tableau qui avait été commandé en 1821 à Géricault par l'évêque de Nantes et qui en fait avait été réalisé par Delacroix et placé à Ajaccio. Donc c'est lui qui révèle la supercherie. Un autre fait se rapporte à Barbey d'Aurevilly. Alors Barbey d'Aurevilly avait un esprit très caustique et personne ne trouvait grâce à ses yeux. Ni George Sand, ni Victor Hugo, ni Flaubert, et Batissier encore moins. Alors il parle de lui en disant « le Batissier, cet écrivailleur », mais il n'empêche que Barbey d'Aurevilly, très près de ses sous, demandait à un ami d'intervenir auprès de Batissier pour que lui, Barbey d'Aurevilly, soit mieux rétribué pour des articles qu'il avait livrés au journal des débats. Donc c'est assez amusant de le voir traiter le Batissier avec autant de mépris. Alors, Batissier poursuit son travail d'archéologie avec la publication en 1843 des éléments d'archéologie nationale que vous pourrez consulter puisqu'il est à la médiathèque, et en 1845 avec une histoire de l'art monumental dans l'Antiquité et au Moyen-Âge que vous pourrez également consulter. Donc, il publie cette œuvre-là, ces deux œuvres à Paris, et la seconde est suivie d'un traité de la peinture sur verre. À ces œuvres, il convient d'ajouter en 1850 une histoire physique, civile et morale de Paris d'après Dulord. Alors, son histoire de l'art monumental marque une nouvelle étape dans le travail de l'archéologie. C'est vraiment une œuvre magistrale parce qu'elle présente les monuments du passé dans le monde comme témoins des civilisations anciennes et elle est illustrée par un grand nombre de croquis techniques d'une grande précision réalisés par Roger d'après l'Astérie. L'ouvrage est doublement intéressant parce que l'introduction définit l'esprit, l'archéologie y est décrite comme une science nouvelle, inconnue des Grecs et des Romains, dont l'enseignement constitue une innovation. L'ouvrage comprend un index des termes grecs, latins et français, ainsi qu'une table analytique. Ce sont des éléments alors tout nouveaux dans les ouvrages d'études. Et c'est le premier ouvrage de ce type par ses illustrations, par son caractère scientifique, et constitue ainsi un outil indispensable aux étudiants dans cette discipline tout à fait nouvelle. Et alors, curieusement, quand on consulte des thèses actuelles, on y trouve encore des références à l'ouvrage de Batissier. Alors, soit pour compléter, soit pour contester ce qu'il dit, mais le nom de Batissier apparaît encore. Alors, le grand mérite aussi de cet ouvrage, c'est que jusqu'à maintenant, on avait étudié en Occident l'art de l'islam uniquement sur la péninsule ibérique, en Espagne, alors que Batissier va étendre cet art de l'islam jusqu'au Moyen-Orient et un petit peu au-delà même. Alors, le régionalisme qui accompagne le courant romantique a fait découvrir aux élites parisiennes une province qui était vue un peu jusqu'à maintenant comme un conservatoire. Mais les initiateurs de ce régionalisme n'ont pas toujours échappé à l'attraction de la capitale. Alors, Achille Aldé y avait fait ses études, mais en était revenu. Et Batissier, nous l'avons vu, après y avoir obtenu son diplôme, y a la plupart du temps résidé. Mais il revenait quand même en Bourbonnais. Dans une chronique parue dans un journal, il écrit « Me voilà de retour dans ma chère province », ce qui donc suppose des retours périodiques dans le Bourbonnais. Alors, Batissier, établi à Paris, n'y cherche certainement pas une nouvelle notoriété, puisqu'il y a toujours vécu, contrairement à un certain nombre de Bourbonnais. Par contre, à Moulins et dans l'Allier, il ne retrouvait sans doute ni les relations, ni les conditions de travail qu'il y avait connues à ses débuts. Alors, il y avait à cela une raison, c'est que Claude-Henri Dufour avait intenté un procès à Achille Allier, à Batissier, à Adolphe Michel et à Desrosiers, car Dufour avait fourni à Achille Allier des dessins que celui-ci n'avait pas consultés,
Et au moment de rédiger l'Ancien Bourbonnais, eh bien, les dessins et les notes de Dufour s'étaient révélés inutilisables. Donc il avait fallu faire appel à d'autres illustrateurs et conduire de nouvelles recherches. Et donc Claude-Henri Dufour se prétendait le seul auteur de l'Ancien Bourbonnais. Son nom est quand même mentionné sur l'ouvrage, d'après Claude-Henri Dufour. Et il a intenté un procès qui a été rendu public par voie de presse, qui a duré par voie de presse de 36 à 38. Ensuite, Dufour a écrit au ministre. Ensuite, le procès s'est terminé devant le tribunal correctionnel. Et donc, il est à peu près certain que Bâtissier, de retour à Moulins, n'était peut-être pas toujours considéré comme il l'aurait voulu. Et dans ce procès, d'ailleurs, c'est Michelet, encore, et Charles Nodier, encore, qui avaient été désignés comme arbitres et comme experts. Bon, le procès a été perdu par le plaignant, il faut quand même en donner la conclusion. Alors, c'est donc à Paris que se trouve Bâtissier en 1846. Il a alors 33 ans, il a publié 7 ouvrages en 15 ans, dont 5 à Moulins. Donc on ne peut pas le soupçonner d'avoir complètement abandonné Moulins. Ces publications ont fait reconnaître sa qualité d'archéologue. Par ailleurs, il remplit la fonction d'inspecteur des monuments historiques pour l'Allier. Et donc, à sa demande, il est chargé par le ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique d'une mission scientifique en Italie, en Grèce, en Syrie et en Asie mineure. De l'archéologie bourbonnaise à l'archéologie orientale, c'est donc un nouveau champ de découverte qui s'ouvre à lui et le conduit à doubler sa carrière d'archéologue d'une carrière diplomatique. En effet, les missions étrangères au XIXe siècle sont à la fois archéologie diplomatique religieuse, l'archéologie servant souvent de couverture pour, disons, vaincre la méfiance des pays dans lesquels s'établissaient les Européens. La création de l'Institut français d'archéologie d'Athènes, l'année du départ de Bâtissier, en 1846, c'est le premier établissement de ce type qui a été créé, montre bien l'extension de l'archéologie à tout le bassin méditerranéen, mais aussi l'affirmation d'une présence française à Athènes. C'est alors que Louis-Philippe a créé le poste de consul à Mossoul pour Botta, qu'il occupe jusqu'en 1848. Cette mission diplomatique est d'abord destinée à soutenir les chrétiens d'Orient face aux orthodoxes soutenus par les Russes et à assurer la présence française face à l'arrivée des Anglais. Et donc l'archéologie apporte une caution culturelle, et c'est pour cela que ces missions se composaient d'un diplomate et d'un architecte dessinateur. Et donc dans ce cas-là, c'est Botta. Alors Botta est le premier consul archéologue. Il a déjà été médecin lui aussi, puisqu'il a été médecin du Kédic du Liban, et il est accompagné de Flandin. Et c'est dans ce cadre que Bâtissier est chargé de retrouver les monuments chrétiens édifiés en Orient à l'époque des croisades. Alors, là j'ai un peu de retard dans les diapos. C'est l'art monumental dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors voilà, nous en sommes à la mission de Botta. Le but de Botta, tout diplomate qu'il était, c'était de retrouver le site de la ville de Ninive. Et en fait, il retrouve le site de Khorsabad. Alors vous avez là une reconstitution de cette ville de Khorsabad, donc, qui datait du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et Flandin opère des relevés et fait des dessins, et fait de la retranscription de textes également. Et il est à l'origine du premier rapport de fouilles scientifiques avec la publication en 1849 d'un ouvrage, Les fouilles de Ninive. Alors vous trouverez sur les tables 2 ouvrages qui rendent compte des missions scientifiques en Perse.
qui sont un peu postérieurs à l'époque de Bâtissier. Alors, les premiers éléments découverts sur ce site sont envoyés au Louvre en 1847. Donc. Alors voilà la deuxième mission, parce que la première mission de Botta avait été interrompue faute de financement, et elle a repris ensuite. Alors voilà une reconstitution de la porte du palais de Khorsabad. Alors voilà la galerie des taureaux ailés qui ont été retrouvés à Khorsabad. Et voilà le détail du taureau ailé. Alors le détail de la tête du taureau. Et ici, vous avez un combattant qui étrangle un lion, qui combat avec un lion et qui étrangle le lion. Alors, après son retour, donc, il est évident que Bâtissier a été associé de plus ou moins près aux recherches de Botta. Alors, ce qui en est un peu la preuve, c'est qu'il a rapporté de Perse des objets qu'il a remis au musée, au cabinet des médailles, 2 stèles en marbre blanc, une femme et une tête de femme ornée de palmettes, de rosaces et de feuilles d'acanthe. Et alors, on suit, lorsque Bâtissier va faire une demande pour une seconde mission en Syrie, il va citer tous les lieux qu'il a visités et pour lesquels il a remis un rapport en 1849. Et alors là, on retrouve les Tholos de Mycène, on trouve les églises d'Athènes, de Smyrne, de Beyrouth, de Saint-Jean d'Acre, Jérusalem, Tripoli, Antioche, les églises de Syrie et les églises de Rhodes et de Sainte-Sophie de Constantinople. Donc, à la fois ce rapport et les objets qu'il a rapportés attestent bien d'une participation aux fouilles qui ont lieu dans ces régions-là, en Perse, mais on ne sait pas exactement où il est allé à part ces lieux. Alors, par contre, est-ce qu'il est allé plus loin? On peut le supposer parce que dans un ouvrage il écrit « Ni la Grèce ni Rome ne me feront oublier les pays Caros, l'Indus et le Gange ». Donc, il serait peut-être allé jusqu'aux confins de la péninsule indienne. Alors, de retour à Paris, il est chargé d'un emploi encore non précisé, médecin ou employé à la Bibliothèque royale, archéologue à la Bibliothèque royale, chargé de cours à la Bibliothèque royale, et il travaille à une histoire de la ville de Rome qui ne verra jamais le jour à cause de la Révolution de 1848. Et en 1849, donc, avec l'appui de Ferdinand de Lesseps, il demande une nouvelle mission en Syrie pour y conduire la suite de ses travaux. En fait, il est rattaché à la légation de France à Canton, en Chine, où la France est installée depuis 1845. En fait, il n'ira jamais en Chine parce qu'en 1848, il est appelé comme vice-consul à Suez. Alors, en 1848, il part à Suez, donc, et en 1852, il est désigné pour accompagner Sabatier, le consul, à Alexandrie, et il va y rester 2 ans, de 1852 à 1854. Donc, il revient en 1854 à Suez. En 1858, il demande un congé pour raison de santé qu'il n'aura qu'en 1860. Donc, il a passé... oui, il va tenir le coup, hein. Bon. L'état de santé de Bâtissier, à l'issue de ce congé, ne lui permet pas de retourner en Égypte, après 13 années, donc, passées dans le pays. Et c'est à ce moment-là qu'il publie le nouveau cabinet des fées. Voilà. Alors, ce nouveau cabinet des fées, il le dédicace, en fait, il l'écrit à l'intention de Marie et Marguerite Sabatier, dont on peut supposer que ce sont les filles du consul Sabatier avec lequel il a travaillé en Égypte. Alors,
En 1861, il est mis en disponibilité pour des raisons de santé. Donc, en 1855, il a reçu la Légion d'honneur et il devient consul honoraire en 1867. Donc, sa carrière à l'extérieur se termine en fait en 1860. Alors, les congés demandés sont motivés par les conditions de vie en Égypte. Il faut dire que pour en avoir une idée, il faut lire les mémoires de Henri de Chacaton, qui avait accompagné une famille d'Anglais comme peintre en Égypte et qui décrit les conditions de vie au quotidien, et elles étaient particulièrement dures à cause de la chaleur, de l'absence d'eau potable, des maladies. Et l'Égypte, il faut quand même savoir que les Saint-Simoniens français s'y étaient réfugiés lorsqu'ils avaient été mis hors de France entre 1833 et 1834, et ils y avaient été décimés par une épidémie de peste. Et donc, c'est dire que les conditions de vie étaient loin, les conditions sanitaires étaient loin d'être parfaites. Alors, donc, ce séjour en Égypte a sûrement été d'une grande richesse pour Louis Batissier, parce qu'il a eu l'occasion d'y faire des rencontres tout à fait intéressantes. En effet, à ce moment-là, les Français sont très nombreux et très actifs en Égypte. L'Égypte, comme on dirait maintenant, à la cote auprès des Français. D'ailleurs, l'exposition universelle de 1867 a été placée sous le signe de l'Égypte. Et les architectes français ont construit beaucoup de villas égyptiennes en Égypte. Alors, Batissier, par ses fonctions, a été en contact à la fois avec des diplomates et avec des architectes. Et ces Français qui sont en Égypte, ce sont des scientifiques, des diplomates bien sûr, des archéologues bien sûr, mais ce sont aussi des ingénieurs et des techniciens. Et on va en citer quelques-uns qui s'y sont trouvés en même temps que Batissier. Alors, Batissier, la grande rencontre de Batissier en Égypte sera celle qu'il va faire avec Auguste Mariette. Alors, au sujet des Français qui étaient en Égypte, j'ai oublié aussi de signaler que beaucoup de ces Français ont reçu le titre de BEY, qui était un titre honorifique accordé à tous ceux qui s'étaient rendus utiles dans ce pays. Alors, on parle de Mariette B, on parle de Voisin B. Louis Batissier n'a jamais eu droit au titre de B parce que justement, il n'appartenait pas à cette catégorie de techniciens utiles finalement à l'amélioration et à la modernisation du pays. Pierre Grand, un autre moulinois, sera fait B lui aussi. Alors, la grande rencontre donc de Batissier, c'est celle qu'il fait avec Mariette. Alors, Mariette était adjoint au musée du Louvre, et Mariette était le neveu de quelqu'un qui avait accompagné Champollion au moment de la campagne d'Égypte de Napoléon Ier. Et Mariette est partie donc en Égypte à la recherche des manuscrits coptes, donc des manuscrits des chrétiens d'Égypte. Bon, il ne trouve pas les manuscrits, mais c'est pas grave. Il va se consacrer à l'archéologie et en particulier aller découvrir les pyramides. Et c'est lui qui découvre en 1851 le pyramidon, le Sérapéum de Memphis. Ça, c'est le cabinet des fées. Alors, voilà une carte donc, de l'Égypte. Alors, vous voyez, Memphis se trouve au sud du delta du Nil. Hein. Donc, il découvre le Sérapéum de Memphis, qui est la nécropole des 64 taureaux Apis. Il explore de nombreux sites à Tanis, Saqqara, Gizeh, Thèbes, et il révèle ainsi l'existence de 7000 monuments qui étaient plus ou moins ignorés des Égyptiens et encore plus des Européens. Il est le créateur du musée du Boulak au Caire. Alors voilà le Sérapéum, donc. Et voilà les taureaux Apis, tels qu'ils ont été donc transportés et présentés au musée du Louvre. Alors voilà les mastabas de Mariette, justement. Et donc, voilà, alors bon, ces gravures sont intéressantes parce que
elle montre l'état à l'époque de Louis Batissier et de Mariette. Donc, ce sont des gravures, ce ne sont pas des photos. Alors là, vous avez le musée du Boulac, en haut, donc à gauche, créé par Mariette en 1858, et Mariette meurt d'ailleurs au Caire. Hein. Alors le Boulac, ça s'appelle le Boulac parce que c'est le nom du port du Caire. Et à côté, vous avez une pyramide avec surmontée de la statue érigée en l'honneur de Mariette. Alors, de ces relations entre Mariette et Batissier, on a des preuves. Ce sont des ouvrages qui ont été dédiés par Auguste Mariette à Batissier. Et vous en avez deux, donc, avec les dédicaces signées d'Auguste Mariette. Alors, d'autre part, Batissier a dédié un album du musée du Boulac à son ami Sabatier, donc le consul avec lequel il avait travaillé. Et cette dédicace porte la date de 1873, ce qui laisserait supposer que Batissier a pu retourner au Caire à titre privé cette fois, et non pas chargé de mission. Alors, Batissier était déjà en relation avec Ferdinand de Lesseps, nous l'avons vu, puisqu'il lui avait demandé une recommandation pour une nouvelle mission en Syrie qu'il n'avait pas obtenue. Et Ferdinand de Lesseps avait été vice-consul à Alexandrie, consul au Caire entre 1832 et 1838, donc bien avant le percement du canal de Suez, puisque le canal de Suez a été construit de 1859 à 1869. Et donc, à ce moment-là, quand le creusement du canal de Suez a commencé, Batissier était en Égypte, et comme il était vice-consul à Suez, on peut supposer quand même qu'il a été assez proche du chantier. Alors, vous avez ici une vue de, ça va être l'inauguration du canal de Suez. Et ici, donc, vous avez la navigation qui a commencé sur le canal de Suez. Bon, alors, le creusement du canal de Suez s'est fait aussi sous la direction d'un ingénieur français du nom de Voisin, qui avait reçu lui aussi le titre de Voisin B. Alors, Batissier n'était pas très favorable à la construction du canal de Suez. Or, le canal de Suez était la reprise d'un projet élaboré par les Saint-Simoniens lors de leur séjour en Égypte en 1833. Alors, un peu plus tard, en 1868, donc Batissier n'est plus en Égypte à ce moment-là, un autre moulinois, Pierre Grand, qui sera fait Grand B lui aussi, est allé en Égypte. Et alors, ce Pierre Grand, c'est lui qui avait aménagé les parcs de Vichy. Et lorsque Napoléon III a reçu à Vichy le pacha d'Égypte, au moment de la fameuse exposition universelle de 1867, il avait recommandé au pacha d'Égypte, Pierre Grand, pour aménager la ville du Caire. Car il fallait, dans la ville du Caire, aménager le réseau d'eau potable, l'approvisionnement en eau, et il fallait réaménager la voirie. Et donc, on a deux plans là intéressants faits en 1874 par Grand B. Alors, le plan qui est en noir et blanc, c'est le plan du quartier de Boulac, donc du port. Et ensuite, vous avez un autre quartier qui a été prévu par Pierre Grand, avec une école pour les filles nobles. Bon, Pierre Grand a participé, il est devenu directeur de l'approvisionnement en eau et de la voirie, et il a poursuivi l'œuvre des découvreurs parce qu'il a participé au désensablement des sites et à la restauration des temples pharaoniques. Donc là encore, donc une présence de moulins en Égypte assez curieuse. Alors, de cette activité de Batissier en Égypte, comme archéologue, témoignent les objets qui ont été cédés par Batissier au musée du Louvre en 1851.
Et parmi eux sont signalés dans le journal des débats en 1853 4 figurines de terre cuite, une dizaine de manuscrits et de papyrus funéraires, pas toujours déchiffrables, mais qui contenaient des invocations inconnues jusqu'alors. Alors, parmi les papiers ramenés par Batissier, certains ont quitté le Louvre parce qu'ils ont été déposés dans des musées de province. Mais alors, l'objet le plus intéressant, c'est cette stèle qu'on appelle la stèle de la Dame de Taperet. Alors, la stèle de la Dame de Taperet, elle représente une déesse qui absorbe le soleil et qui ensuite le régurgite donc, entre le moment du coucher du soleil et le moment de son zénith. Alors je vous repasse la première, voilà, et la suivante. Donc vous avez 2 faces à cette stèle et le profil est également peint. C'est une stèle en bois. Alors, parmi les personnalités qu'a pu aussi connaître Batissier en Égypte, il faut quand même citer Flaubert. Flaubert qui parcourt l'Orient, le Sinaï et l'Égypte, accompagné de Maxime Ducamp. Et Flaubert signale dans ses mémoires un dîner pris avec Batissier. On a du mal à le suivre dans ses déplacements, mais de temps en temps, on arrive quand même à le repérer. Alors, les peintres ont cédé également à cette fascination de l'Orient, de la Croix, bien sûr, et puis beaucoup d'autres, mais aussi les artistes locaux. Alors, parmi les artistes locaux, il faut signaler Marius Perret, il faut signaler Rochegrosse, qui a illustré le Salammbô de Flaubert, dont on vient de parler, hein. Et il y a Henri de Châtillon, dont on a parlé aussi. Et les musiciens également, à l'échelle nationale, puisque c'est Auguste Mariette, qui a suggéré à Verdi le thème de Aïda pour l'inauguration du canal de Suez. Mais Aïda ne sera jouée qu'en 1871 en raison de la guerre de 70. Alors, parmi ces peintres attirés par l'Égypte, on peut encore en citer d'autres, dont les œuvres se sont retrouvées dans la succession de Batissier. Alors, il y a Théodore Frère, Crapelet, qui avait décoré le bateau du vice-roi d'Égypte, et Crapelet ensuite a décoré l'opéra de Marseille. Alors, il y a également Bergère, peintre dessinateur de la compagnie de Suez. Alors, il avait offert à Napoléon III un album de dessins sur le canal de Suez, mais cet album de dessins a été brûlé dans l'incendie des Tuileries au moment de la Commune de Paris. On est sans cesse confronté aux événements politiques de l'époque. Alors, avec Fromentin et Jérôme, dont on a vu l'exposition aussi récemment au Musée des Beaux-Jeux, Bergère avait été invité à l'inauguration du canal. Puis, ensemble, tous les 3, ils avaient parcouru le pays. Mais Fromentin, qui n'était pas archéologue, s'était vite montré submergé par la science et lassé par l'archéologie. Alors, cet orientalisme, donc, qui a eu divers aspects, est devenu scientifique avec une dimension ethnographique due au progrès de l'archéologie. Et la photographie, qui est apparue en 1851, vient compléter le travail des archéologues et des dessinateurs. Parce que la photographie apporte un réalisme, une précision tout à fait nouvelle, et il permet surtout la diffusion plus large des images. Et en témoignent les albums, comme celui que publie Maxime Ducamp à son retour d'Orient en 1852, et puis l'album du musée du Coulac que vous pourrez consulter et qui est le premier album de ce type également. Alors, Batissier avait quand même le souci de faire bénéficier sa ville de ses découvertes. Dès 1879, Batissier écrit de Omer de Moulin pour annoncer le don d'une série de poteries funéraires réunies il y a une vingtaine d'années, donc vers 1859, dans le désert de Saqqara, ancienne nécropole de Memphis. Un échantillon de la plupart des vases venus de sépultures du temps des pharaons et
utile à l'étude de l'Antiquité. Il s'agissait de 20 pièces. En voilà quelques-unes. Or, un courrier de la Société d'émulation au même maire de Moulins rappelle, il y a longtemps que notre collègue et ami Louis Bâtissier nous avait fait espérer cette série de vases qui compte une série importante de notre collection de céramique. Ces dons sont complétés en 1889 par ceux de Pierre Grandbé, autre moulinois, donc. On en retrouve mention dans un inventaire de 1896, plusieurs momies, femmes dans un cercueil de bois peint, loups sacrés, crocodiles, chacals ou chats, donc qui viennent s'ajouter à des acquisitions faites par le musée et qui vont permettre au musée de Moulins donc l'ouverture d'une section d'archéologie égyptienne. Alors la succession de Bâtissier, qui est mort célibataire en 1882, a été à l'origine d'un nouveau conflit. En effet, il partageait ses biens entre sa gouvernante, on suppose, la ville de Moulins, et sa nièce mariée à un notaire de Nevers. Alors il laissait à sa gouvernante l'usufruit de ses 2 maisons à Chatou, et Chatou s'enorgueillit d'avoir encore la maison de Bâtissier. Vous pouvez la trouver sur Internet, hein, pas de problème. Et la nièce en avait donc la nue propriété. Mais cette succession comportait également une collection de manuscrits et pas d'objets justement parce que les objets, ils les avaient déjà tous donnés dans les musées, hein, soit au Louvre, soit à Moulins. Au Louvre, d'ailleurs, on trouve le nom de Bâtissier comme donateur, au même titre que ceux de Botnat pour la Mésopotamie ou celui de Mariette pour l'Égypte. Par contre, il y avait des manuscrits, des tableaux et une bibliothèque importante. Alors après la mort de Bâtissier, et puis, alors oui, il y avait aussi une correspondance importante, dont une correspondance avec Mariette. Ce qui aurait été très intéressant. Et après la mort de Bâtissier, maître de Guingaud, donc le notaire qui avait reçu le testament, traîne un peu pour faire parvenir la succession à la ville de Moulins, puisqu'elle devait recevoir et la bibliothèque et les tableaux. Du coup, le préfet de l'Allier s'en mêle, le maire de Moulins également, pour déposer une plainte au parquet de Versailles. Alors, Maître Génin, le notaire de Nevers, se plaint que ce misérable petit legs Bâtissier ne vaut rien et qu'il donne plus de mal et de soucis qu'il ne vaut. À propos des tableaux, ils disent qu'ils ont si peu de valeur qu'il abandonne ce que la ville jugera digne de figurer. Quant à la bibliothèque, elle a fort peu d'importance. Alors, la ville de Moulins envoie quelqu'un faire l'inventaire au domicile. L'inventaire est fait, les caisses sont finalement envoyées, mais lorsqu'elles arrivent à Moulins, eh bien, il en manque une bonne partie. Et en particulier, toute la correspondance d'artistes, de Bâtissier, et la correspondance avec Mariette P. Donc, il reste un certain nombre d'ouvrages. Donc, la médiathèque en a reçu un certain nombre, qui sont d'ailleurs fort intéressants, hein. Mais il manque tout ce qui était un petit peu personnel. Alors la correspondance avec la famille, Bâtissier l'avait cédé à sa famille, ce qui est normal, mais toute la correspondance d'artistes et avec Mariette aurait été extrêmement intéressante. Alors Louis Bâtissier a donc traversé un 19e siècle qui l'a fait passer de la Restauration à la République. Alors, sous la monarchie de Juillet, on dit de lui qu'il n'a pas d'opinion hostile au gouvernement, et en 1852, comme tout fonctionnaire, il prête serment à la Constitution qui établit le Second Empire. Bon, il appartient quand même bien à ce 19e siècle, car partant d'un romantisme régional, médiéval et chrétien, il fait le choix de l'archéologie, science toute nouvelle, qui le conduit à participer aux aventures orientales, sous une apparence diplomatique, sous-tendue par l'archéologie, mais ce qu'il faut aussi signaler, c'est sa fidélité quand même à la ville où il avait fait ses débuts. Merci.
points sur lesquels vous voulez des précisions, j'essaierai de vous les donner. Ces objets sont toujours au musée de Moulins. Comment les objets Oui, les objets sont au musée de Moulins, il y en a une vingtaine. Hein. Là, j'en ai choisi 4 que je vous ai présentés, mais il y en a beaucoup plus que cela. Il va y avoir une exposition. Alors, il y aura une section d'égyptologie au musée de Moulins. Voilà. D'ailleurs, je crois que la salle est en cours d'aménagement, il me semble. Si vous avez d'autres questions. Sur la disparition Qu'est-ce qu'est-ce qu'on pense, comment ça s'est fait Pardon. avec les caisses, la disparition du courrier, les différentes caisses, qu'est-ce qu'on a imaginé qui s'est passé, qui a pu les prendre, ou est-ce qu'il y a une théorie, quoi. Elles sont certainement restées à Nevers. Hein. Elles sont restées à Nevers. Et parce que moi, moi j'ai essayé de prendre contact avec Nevers pour avoir justement, si voir dans les archives avaient des pièces provenant de l'étude de Maître Génin, et on m'a dit qu'on n'avait rien. Les archives départementales, je crois, n'ont rien non plus. Bon, ça a dû rester dans une famille où ça a été carrément brûlé, jeté. Hein. Il faut quand même pas se faire trop d'illusions sur ce qui se passe quand on vit une maison. Hein. Et Surtout si le notaire s'intéressait pas, il disait que ça valait rien. ben voilà, oui, il avait un tel mépris pour ce qui venait de chez Bâtissier que c'est dommage parce que c'est vrai que le personnage reste assez mystérieux. Les notaires ne sont pas tenus de conserver l'étude d'un certain nombre de choses. Normalement, les testaments devraient être regardés. Alors, C'est très long, les archives. Oui, alors les notariats, c'est déposé aux archives. oui, ben les minutes des notaires sont déposées aux archives, mais il y a des notaires qui ne les déposent pas, attention. Hein. Tous les notaires ne déposent pas leurs archives. Ah non, ils ne sont pas vraiment obligés. Non, non. Il faut les garder chez eux. Voilà. Ah, puis il y a quand même une grosse destruction de papiers anciens, de documents anciens. Hein. Parce que quand ils arrivent entre les mains de particuliers, les particuliers ne sont pas forcément avertis de la valeur qu'ils peuvent avoir. Mais nous, on fait peut-être la même chose. Hein. Éventuellement. Il a fait beaucoup de choses sur l'archéologie en Égypte, mais en tant que romantique et son intérêt pour le Moyen-Âge, est-ce qu'il a fait aussi des choses sur l'archéologie médiévale qui était encore à l'époque assez peu connue? Par rapport aux travaux qu'il aurait pu faire, son intérêt pour la chose médiévale, ça s'est fait comment dans son œuvre? Mais je crois que pour lui, c'était un début. Il a amené à aller plus loin parce que, en fait, après 1860, enfin, ce qu'on peut dire, c'est que l'archéologie l'a conduit à la diplomatie, et la diplomatie l'a conduit à un recul de l'archéologie au sens étude. Je crois qu'il est passé de l'archéologie scientifique à une archéologie sur le terrain qui finalement a fait un petit peu reculer son travail d'écrivain. Après l'ancien Bourbonnais, il n'a pas donné de suite à. Non, non. Bon, disons que l'ancien Bourbonnais, c'est une aventure de jeunesse avec Achille Allier et aussi Adolphe Michel. Puis après, il faut dire aussi que Adolphe Michel est parti à Paris en 1838. D'ailleurs, il a écrit un récit du siège de Paris pendant la guerre de 70 qui est intéressant. Et après, Adolphe Michel est parti à Alger. Donc, si vous voulez, l'équipe avait complètement éclaté. Hein, et il n'y avait plus les mêmes conditions de travail. Donc, chacun a suivi sa voie. C'est bien Bâtissier qui est le rédacteur du Voyage pittoresque. Oui, C'est ça. oui, oui. C'est assez superficiel quand même. Oui, oui, bien sûr. Bah, disons que par rapport aux écrits flamboyants d'Achille Allier, c'était pas les mêmes hommes. Hein. C'était pas les mêmes hommes. Puis bon, Achille Allier, il avait la foule de la jeunesse aussi. Qu'aurait fait Achille Allier s'il avait vécu?
On est peut-être objectif parce que naturellement, il y a eu des recherches après qui ont été bien plus approfondies. Enfin, c'était des pionniers. Oui, oui, tout à fait. Mais c'était quand même dans l'air du temps, puisqu'il y avait déjà eu ce voyage pittoresque et romantique de Charles Nodier qui avait paru un peu avant, quoi. Et Achille Laïeux est mort jeune, mais de maladie. Une congestion cérébrale, ce qu'on appelle maintenant un AVC. Alors évidemment, quelqu'un qui meurt en pleine gloire, en pleine jeunesse, ça frappe beaucoup les esprits, hein, évidemment. Et sur le Moyen-Âge, est-ce qu'il a découvert des monuments pas connus? Parce que vous dites Souvigny, etc., ça c'était déjà quand même très connu. Non, il n'a pas vraiment découvert de monuments, il en a fait une étude pour conduire à retrouver les civilisations de l'époque de ces monuments. C'était ça son but. Hein. C'est pour ça qu'il se servait des coutumes, des légendes populaires, des chansons. Il recherchait tout ce qui était un petit peu des survivances du passé pour bien établir la cohérence entre les monuments et l'époque à laquelle ils avaient été construits. Il s'inspirait de Michelet, de l'histoire totale. Un peu, oui. Oui. Mais je voudrais dire quand même, quand on lit ces écrits, ils sont relativement superficiels. Oui. Car aucun n'était archiviste, aucun paléographe, et par conséquent, certaines parties écrites par Achille Laïeux sont tout simplement le recyclage d'écrits polémistes de la fin du XVIIIe siècle, en particulier contre le règne de Louis XIV. En fait, on s'aperçoit qu'ils n'avaient qu'une vision très superficielle de l'histoire et qu'eux-mêmes n'ont jamais fait progresser, ne connaissant pas les textes fondamentaux qu'on pouvait trouver dans les archives. Oui, mais ça reste très superficiel. le but, c'était le romantisme et le pittoresque. C'était pas tellement l'histoire, voilà, en fait. C'était romantique et pittoresque. Ce n'est pas vraiment Non, c'est pas l'histoire. Puis ils étaient partisans, mais il manquait aussi d'objectivité. D'objectivité. Ah ben, mais ça... Ah, d'accord. Bon. Qui en avait? Oui, mais enfin, ils prenaient quand même des textes très polémistes de milieu de salon du XVIIIe siècle qui s'étaient affirmés contre certains règnes d'une manière qui n'avait rien d'historique. Oui. Et ça ne les gênait pas du tout. Ils ne cherchaient pas à côté. Je crois qu'on cherchait surtout à... peut-être pas impressionner, mais à susciter quelque chose. Oui, par rapport à ceux qui savaient bien, les bornes Mais c'était des journalistes, enfin c'était un journaliste. Oui, tout à fait, c'était des journalistes. Je suis un peu méchant, hein.